Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Troisième vidéo bilan de ce Tour de France 2021. Après mon avis sur la course, après le bilan des Bleus, on passe aux coureurs du général, aux grimpeurs. On va généraliser, on va dire. On va revenir sur les coureurs qui ont impacté la course, qui ont moins impacté la course. On aura les 4 catégories, les tops, les plus moins, les flops et les coureurs inexistants. On parlera dans cette vidéo que des coureurs étrangers, vous le comprendrez. On a quand même parlé énormément des coureurs français dans la première vidéo. Fait, je crois, fait plus de 40 minutes, je crois. Donc voilà, on a bien défriché du côté des coureurs français. Donc là, on attaque seulement les coureurs étrangers. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Quand vous vous abonnez, vous pouvez mettre, et ce n'est pas une obligation, la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Les grimpeurs, alors j'ai déjà donné mon avis également sur comment s'est déroulée la course, je peux vous le redire assez rapidement, mais la course s'est déroulée, j'ai été un peu frustré du fait que on n'ait pas eu une grande bagarre pour le général, parce que très clairement Pogačar a bloqué la course à partir de l'étape de Oyonnax, donc de l'étape 8, où la course a été quasiment terminée, parce qu'après les modifications étaient assez minimes. Du côté du général, on commence tout de suite par les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence bien entendu avec le vainqueur de ce Tour de France, Tadej Pogačar. Que dire de Pogačar? Alors, on va passer assez vite sur la partie dopage, parce que j'en ai parlé également dans la vidéo où je donnais mon avis. Sur Pogačar, il y a déjà une maîtrise complète de la course. Il y a eu une maîtrise complète de la course déjà l'année dernière. Je pense qu'il voulait prendre le maillot très tardivement. Alors, il ne s'attendait peut-être pas à prendre le maillot aussi tardivement, mais il y avait une envie du côté de Pogačar de prendre le maillot tardivement, vu qu'il ne pouvait pas assumer le poids de la course. Son équipe ne pouvait absolument pas assumer le poids de la course. Là, du côté de Pogačar, cette année, il voulait faire mal à Oyonnax. Et il a fait mal. En fait, sa plus grande difficulté, ça a été les 3-4 premiers jours qu'il a fallu passer à travers les chutes. Il a fallu passer à travers les gouttes pour Pogačar. Mais ensuite, la suite de son Tour de France a été d'une maîtrise assez incroyable. Pourtant, on l'a mis en difficulté, notamment sur l'étape du Creusot, où il est obligé de faire rouler son équipe pendant 150 bornes. Sur l'étape du Creusot, où vous avez Van Der Poel qui est sorti devant. D'où le rythme de la course aussi. On a eu plus de 45 à l'heure. C'est presque la seule fois, par contre, où il a été mis en difficulté sur ce Tour de France. Et c'est là où je me dis, il y a eu un manque un petit peu d'opposition autour de Pogačar, un manque un peu d'envie chez certains aux autres coureurs. De toute manière, il faut quand même le dire, beaucoup de ces coureurs-là étaient déjà contents d'être sur le podium du Tour de France. Donc ça change également un petit peu la donne. Donc Pogačar, le Tour de France, une maîtrise totale. Les contre-la-montre, il a assommé la concurrence sur les chronos. Il a fini de l'assommer à Oyonnax, parce que là, après, on n'a jamais réussi à le mettre en difficulté réellement, même s'il y a quelques fois où on a senti que c'était peut-être un peu plus difficile pour Pogačar. J'ai l'impression quand même qu'il a toujours eu une marge de sécurité, qu'il n'a jamais forcé son talent foncièrement. Il a pu aussi compter sur une équipe qui était entièrement à son service. Quand vous avez des mecs comme Maika, comme Marc Hirschi, comme McNulty, comme Rui Costa ou Formolo qui sont à votre service, ça aide quand même énormément. Là, on n'a pas parlé énormément de l'armada UAE sur ce tour. Même Mikkelberg, on avait des très bons coureurs autour de lui. On est passé quand même d'une équipe qui, sur le Tour 2020, n'avait pas vraiment aidé, à part De la Cruz, qui avait de temps en temps passé un petit coup de main, et c'était quand même pas exceptionnel. C'était pas le travail qui a été fait cette année. Le train du AE en montagne a été quand même important. L'équipe
UAE a été également très solide. Alors, c'est pas encore Ineos, c'est pas encore Jumbo. On a un ton un petit peu en dessous pour le moment. Mais vu l'écart entre 2020 et 2021, s'il recrute encore des coureurs importants pour 2022, Pogačar va être encore plus dur à battre. Il faudra vraiment qu'il y ait une défaillance parce que son équipe sera solide. Mais ouais, excellent Pogačar sur ce Tour de France. Après, sur les suspicions de dopage, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je continue avec Jonas Vingegaard, le Danois, ou je sais plus comment on le dit, Alexandre Pasteur, mais je le dis à la française, Vingegaard, Vingegaard, un truc comme ça, le dit Pasteur. J'arrive pas à le refaire. Vous connaissez ma proportion à mal prononcer les noms. Vingegaard, très bon Tour de France. C'est la révélation de l'année 2021. Comme Hirschi et Kemna avaient été les révélations de 2020. Vingegaard qui a réussi à faire taire les critiques qu'on aurait pu avoir si on nous avait dit que c'était lui le leader de l'équipe avant le Tour de France. Parce que Vingegaard n'avait aucune sécurité qui tienne 3 semaines. En haute montagne, on l'avait vu sur quelques courses, mais en très haute montagne, on pouvait avoir des doutes sur des longs cols. Les 3 semaines, sa capacité à gérer la pression, la médiatisation, et puis est-ce qu'il aurait encore la forme après un gros début de saison. Il a fait taire toutes ses critiques. Il a vraiment fait du... Alors après, il n'a pas été hyper offensif. Un petit peu sur la 3e semaine dans les Pyrénées, mais ça a été assez léger. Mais en même temps, quand c'est ton premier grand tour, être sur le podium, c'est déjà pas mal. Tout le monde ne peut pas être Contador, qui, c'est vrai, en 2007, avait attaqué plusieurs fois Michael Rasmussen à l'époque. Et c'était pas son premier grand tour en plus, Contador, sur le Tour de France 2007. Du côté de Vingegaard, ce qui est intéressant de constater chez ce coureur danois, c'est que pour le moment, je n'ai pas vu de défaut. J'ai pas vu un défaut notable, à part peut-être un petit manque d'entrain pour les attaques, un petit manque peut-être de panache. Mais encore une fois, je le dis assez souvent, il vaut mieux courir comme Rigoberto Urán que comme Julien Alaphilippe pour gagner un Tour de France. C'est bien le panache, mais ça vous fait pas gagner un Tour de France. Surtout un Tour de France moderne. Faut pas croire que les coureurs Contador n'attaquaient pas tous les jours non plus. Si on regarde même Froome, c'était mathématique, quoi, sa manière de faire. Karen Thomas encore plus. Il faut Nibali. Encore Nibali, c'est un tour particulier. 2014, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de chutes et avec les mauvaises conditions climatiques. Les premiers jours, il pouvait peut-être se permettre d'attaquer aussi parce qu'il n'y avait pas d'adversaire, Nibali à son niveau. Mais du côté de Vingegaard, c'est quand même fort ce qu'il a fait, quoi. À son âge, t'es pas leader désigné de l'équipe, tu deviens leader parce que Roglic abandonne. Tu te retrouves à avoir une équipe qui est quand même décimée assez vite à cause de la chute le premier jour. Je sais même pas s'il tombe pas le premier jour, Vingegaard, dans la chute avec la pancarte. Je sais même pas s'il tombe pas ce jour-là. C'est quand même fort ce qu'il a fait. À la fin, les mecs, ils finissent à 4. C'est-à-dire qu'il y a Van Aert, Sepp Kuss. Alors, bon, c'est vrai, quand t'as Sepp Kuss, c'est quand même sacré mec avec toi. Et Tennyson. En haute montagne, c'était que Sepp Kuss, quoi. Et même Van Aert, surtout, j'ai l'impression que Van Aert était un peu moins bon en haute montagne que les années précédentes. Mais du côté de Vingegaard, ouais, chapeau. Et puis, pour le Danemark, il y a peut-être une nouvelle pépite pour les grands tours. Ils ont eu Fuglsang, ils ont eu Björn Riis. Voilà, c'est peut-être encore un nouveau très bon coureur danois. Alors, on espère que comparé à Björn Riis, il y a beaucoup moins de produits dans son sang. Et que peut-être que comparé à Fuglsang, il y aura un peu plus de motivation. C'est pas motivation, un peu plus de confiance en lui pour aller chercher des très bons résultats. Je termine avec Lutsenko qui finit 7ème. Pour moi, c'est une belle surprise, Lutsenko.
Si en début de saison, on m'avait dit Lutsenko va jouer le général et va finir 7ème du Tour de France, j'aurais dit tu prends quand même un gros pari. Parce que Lutsenko, c'est un coureur un petit peu à la Philippe. C'est un coureur qui aime attaquer, qui aime être baroudeur, qui aime être devant. Et c'est intéressant de voir qu'il a réussi, sur ce Tour de France, à en fait être très calme. On ne l'a quasiment pas vu à l'attaque, Lutsenko. Et pour moi, c'était le frein pour Lutsenko, pour devenir un leader, on va dire, sur un grand tour, c'était ça. Alors déjà, peut-être sa capacité en haute montagne, parce que moi, j'avais des doutes. Au fur et à mesure des années, on n'avait pas vu un coureur qui arrivait à s'en sortir au-delà de 1500-1600 mètres d'altitude. Mais surtout, du côté de Lutsenko, c'était sa capacité à être comme Rigoberto Urán. Être plus comme Rigoberto Urán, qui est toujours un petit peu pour moi la référence pour gérer un tour de France quand on n'est peut-être pas le plus fort. Et Lutsenko, il n'a pas tenté des attaques multiples, il n'a pas tenté de faire le baroudeur. Est-ce que c'est dû à sa victoire déjà l'année dernière, qui était presque surprenante, parce que vu le nombre de fois où il s'était planté en termes de stratégie, sa victoire sur le Tour de France l'année dernière, il avait été très très bon. Bon, certes, il était le plus fort du groupe, mais il ne s'était pas planté. Est-ce que c'est le fait de d'autres paramètres du côté de Lutsenko? Mais bon, pour Astana, c'est quand même très intéressant. Parce que Astana, Fuglsang, c'est quand même un coureur qui a 34 balais, donc, ou 34 ou 35, je sais plus, peut-être même plus. Enfin, il est quand même très vieillissant, Fuglsang. Et puis, il avait dit, il jouait plus les classements généraux de Grand Tour. Et puis après, derrière, dans l'effectif, il te manque quand même peut-être un leader de Grand Tour. Surtout depuis le départ de Miguel André Lopez. Et c'est vrai, je me dis, on pouvait se dire, pour que Astana cette année, la saison serait compliquée. Alors, la saison n'est pas parfaite, mais quand même, Lutsenko apporte 2 très bons résultats à cet effectif. Il ne faut pas le négliger. En plus, j'ai l'impression qu'on commence, depuis que les Canadiens sont là, on commence à retirer un petit peu les cadavres qu'il y avait dans le placard de cette équipe depuis ses débuts, notamment avec le départ de Vinokourov, ce qu'on voyait venir quand même depuis quelques mois, parce qu'on ne l'avait quasiment pas vu sur les courses. C'est vrai que ça commence à être pas mal de retirer les placards, les cadavres des placards, d'assainir un petit peu le staff de l'équipe. Comme quoi ça peut être possible, contrairement à ce que pense Jérôme Pinault. Et du côté de Lutsenko, c'est peut-être le Astana 2.0 qui est en train de démarrer. Et ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal pour cette équipe d'avoir des résultats et en ayant un effectif beaucoup plus clean. Et cette 7ème place est très intéressante. Les plus-moins, je commence avec Richard Carapaz. Alors on va me dire, t'es sévère, il est quand même 3ème du Tour de France. Oui, mais c'est de l'armada Ineos, quoi. En général, là je mets Carapaz, mais c'est l'armada Ineos. Alors je reviendrai sur Ineos, parce que je suis en train de me rappeler de ce que j'ai marqué dans les flops. Alors, Carapaz, les jambes n'ont pas été folles, mais en même temps il finit 3ème. C'est pour ça que c'est plus-moins. Plus-moins, ça veut dire que, certes, on pensait qu'il serait au-dessus du lot en montagne, ça n'a pas été le cas, mais en même temps, il finit quand même 3ème. C'est-à-dire que c'est pas un mauvais résultat, c'est pas un résultat catastrophique. 3ème du Tour de France, c'est très bien. C'est quand même un coureur qui peut dire, j'ai été sur le podium des 3 grands tours. C'est pas 150 à pouvoir dire ça au général, classement général, surtout à être encore coureur cycliste en 2021. Donc Carapaz, il a montré encore qu'on peut compter sur lui, même en ayant des jambes moyennes. Parce que les jambes n'étaient pas dingues par rapport aux jambes qu'il avait, notamment au Tour de Suisse. Après Carapaz, il faudra progresser sur le chrono. Je pense que c'est encore un domaine où il perd pas mal de temps sur les 2 chronos. Alors je sais bien qu'il a un gabarit qui ne l'aide pas foncièrement non plus. C'est un gabarit de petit grimpeur sud-américain. C'est pas forcément l'idéal, mais on peut gagner, je pense. C'est pas énorme en plus, le gain. Sur les 2 chronos, ça aurait été bien de faire 45 secondes de moins, quoi. Tu vois, l'écart avec Vingegaard, ça doit être 45 secondes au général, je sais plus. On va regarder ça tout de suite. L'écart avec Vingegaard,
Il y a une 40 voilà, entre les deux. Je me dis que oui, sur les 1,40, 1,43 précisément, bah déjà s'il perd 30 ou 40 secondes de moins sur les chronos, ça relance quand même peut-être totalement la course. Après, il y a eu des très belles choses du côté de Vingegaard, de Carapaz. Voilà, il y a eu des belles étapes. Il a été offensif également, Carapaz, il ne faut pas l'oublier. Mais du côté de Carapaz, voilà, les jambes n'étaient pas exceptionnelles. Et puis dans les plus-moins, j'ai mis un deuxième coureur, c'est Enric Mas. Pourquoi ? Parce que ce Tour de France aura encore un goût peut-être d'inachevé pour Enric Mas. Alors, il a fait une meilleure troisième semaine que sur ses grands tours précédents, où il était vraiment souvent en extrême souffrance en troisième semaine. Mais je me dis qu'il y a quand même c'est quand même frustrant parce qu'il finit sixième, certes, mais quand même à 11,43, c'est-à-dire quasiment un temps d'un mec qui serait dixième du classement général. Je me dis également que Movistar ne l'a pas totalement aidé. C'est-à-dire que Movistar, sur ce Tour de France, a une organisation encore pas folle. C'est-à-dire d'un côté, on avait Valverde, de l'autre côté, on avait Miguel André Lopez. Alors, on a quand même pas mal travaillé pour lui en troisième semaine, mais jusqu'en troisième semaine, je dirais pas qu'il était seul, mais bon, il n'avait pas une équipe complète autour de lui, Enric Mas. Et puis, du côté d'Enric Mas, je me dis c'est dommage parce qu'il n'arrive pas à accrocher le peloton de Ben O'Connor et Kelderman. Le peloton qui est à 10 minutes. Je dis, ça c'est dommage aussi. Il lui manque pas grand-chose, t'as l'impression, Enric Mas. Mais ce petit truc qui lui manque, ça fait un peu mal au niveau des résultats. Parce qu'il lui manque pas grand-chose, vraiment. C'est des petits détails, c'est des petites choses qui font que, aujourd'hui, pour le coureur espagnol, eh bien, ça peut pas faire mieux qu'il peut pas rentrer dans le top 5, géré à la régulière d'un grand tour. Il y a du déficit sur le chrono, du déficit en très haute montagne, du déficit peut-être également dans sa gestion de course. Et c'est dommage parce que, encore une fois, le tour n'est pas mauvais pour Enric Mas, mais on sent qu'on est passé peut-être pas loin de quelque chose d'intéressant. On passe aux flops. Les flops de ce Tour de France 2020. Du côté des flops, je commence avec Rigoberto Urán. Dernière semaine catastrophique pour Urán. Il finit quand même à 18 minutes 34. C'est un miracle que sur ce Tour de France, on a eu des écarts énormes. Parce que c'est avec le jour où il perd quasiment 10 minutes sur l'étape où il craque complètement. Et puis après, derrière, tu sens qu'il sort un petit peu de la course, qu'il est plus aussi performant que sur d'autres grands tours. On s'aperçoit aussi qu'il est plus tout jeune. Alors, ce qui est intéressant quand même chez UF, c'est que j'ai presque eu l'impression d'avoir une sorte de passation de pouvoir entre lui et Higuita. D'avoir un Higuita qui était beaucoup plus constant sur ce Tour de France que l'année dernière, où ça avait été très compliqué pour le Colombien. Et du côté d'Urán, il fait quand même dixième. Mais quand on connaît Urán, quand on connaît ses résultats dans sa carrière, un dixième, c'est pas très bon. Il a déjà fait beaucoup mieux, Rigoberto. Ensuite, du côté de Urán, on l'a peu vu. Alors, on l'a vu à l'arrière, mais on l'a quand même peu vu. Il n'y a eu aucun objectif également de réattaquer pour essayer de regagner du temps sur les étapes après son gros coup de moins bien. On aurait pu s'attendre à ce qu'il tente quelque chose quand même pour récupérer du temps du côté de Rigoberto. Donc c'est là où il y a une déception pour moi du côté du Colombien. Après, ça reste un Tour de France quand même très intéressant pour cette équipe EF Education, mais un peu dans l'ombre. C'est un peu pareil que Urán. C'est une équipe qui a un peu souffert. Quand Nielsen, c'était dans l'ombre. Alors il y a eu Higuita où ça a été un peu mieux, mais ils n'ont pas forcément extrêmement bien performé sur ce Tour de France du côté de EF Education Nippo. Surtout, ils ont moins performé, je dirais, que les années précédentes sur ce grand tour. Je continue avec Ineos. Quand je parlais de Carapaz, le reste de l'armada Ineos, par contre, c'est un gros flop.
Je pense à un problème de préparation du Tour de France. Ils sont arrivés en forme beaucoup trop tôt, notamment Richie Porte, notamment Geraint Thomas, qui était en très grande forme en Romandie et au Dauphiné. Et ensuite, derrière, il n'y a plus personne du côté de la Sky. Enfin, des Ineos, à chaque fois je dis la Sky, c'est Ineos depuis 1 an et demi. Hein. Ce qui est terrible du côté d'Ineos, c'est qu'au départ, on nous a dit ça va être l'Armada qui va se bagarrer avec Jumbo. Après, quand on a vu Jumbo décimé, on s'est dit c'est eux qui vont avoir la maîtrise de la course. Ils vont être en capacité peut-être de remettre Carapaz dans le match parce qu'ils vont réussir à faire des stratégies où ils vont éliminer UAE. Au final, c'est plutôt UAE qui les a éliminés sur certaines étapes. Et puis même quand ils ont voulu, sur certains jours de course, accélérer le rythme, forcer, très clairement, tout le monde arrive à suivre, quoi. Notamment l'étape de Luzardinen, ils ont éliminé personne. Ils ont éliminé absolument personne. Le train Ineos éliminait personne. Alors, je ne parle pas de Gegenhardt. Vous voyez, parce que Gegenhardt, déjà avant le Tour de France, c'était pas foufou. En termes de résultats, il a du mal à récupérer de son Tour de France, de son Tour d'Italie, de l'année dernière. Et sur le Tour de France, il n'a jamais été en mesure d'être performant, mais il n'a surtout jamais été en mesure d'accompagner. Quand j'ai vu Gegenhardt sur ce Tour de France, on parlait de Geraint Thomas surtout, de Chris Froome l'année dernière en début de saison, après la reprise du mois d'août chez Ineos, j'ai eu l'impression de voir le même style de coureur. Je me dis, mais où est passé son niveau en montagne ? Il était nulle part en montagne quand même, Gegenhardt. J'ai eu l'impression de voir Chris Froome l'année dernière sur la route du Sud, ce qui était très terrible, je trouve. Gegenhardt, je ne sais même pas où il termine combien en général. Il doit finir loin. Hop là, j'ai perdu mon icône de souris. Ineos, Gegenhardt, il finit 60e à 2h37. Même Kwiatkowski était pas en très grande forme. Il était fatigué à la fin de ce Tour de France. Heureusement, il y a eu Castroviejo qui a sauvé la baraque. Mais quand dans certaines étapes, tu vois que le lieutenant de Carapaz, c'est Castroviejo, tu te dis qu'il y a quand même beaucoup de coureurs qui n'étaient pas à leur niveau sur ce Tour de France parce que c'était normalement pas le lieutenant pour Richard Carapaz, même si c'est un très bon coureur Castroviejo, qu'il grimpe de mieux en mieux au fur et à mesure de son vieillissement, en fût de chêne. C'est quand même pas un grimpeur, normalement. Miguel André Lopez, en flop, n'a jamais eu de poids sur la course. Certes, assez vite, il a été en difficulté par les chutes, handicapé par pas mal de chutes. Miguel André Lopez, il a abandonné ensuite sur la fin du Tour de France, mais de toute manière, il n'avait jamais été en mesure d'appuyer sur la course. Il a abandonné avant l'étape 19, il fait partie du groupe Eto avec Nibali pour se préparer lui pour la Vuelta. Mais ça a été compliqué pour Miguel André Lopez parce qu'il y a déjà eu un début de saison très tardif. On s'était tous demandé pourquoi il avait pris au Tour de Romandie. Je pense que le problème de reprendre aussi tardivement, c'est qu'il a enchaîné énormément de jours de course entre mai et juin. Il a quand même fait Tour de Romandie, le Trofeo Serra de Tramontana, Trofeo Andrach, Vuelta de Andalusia, le Dauphiné, la Mont Ventoux Dénivelé Challenge, avant le Tour de France. Et en plus, il a eu une grande pause avant le Tour de France, peut-être pour faire des stages de préparation pour ce fameux Tour de France. Et même s'il y a les blessures, j'ai l'impression qu'il n'avait de toute manière pas les jambes sur ce Tour de France. Et j'avais déjà émis des doutes après son Dauphiné, où il avait fini 6e. Je m'étais dit, il a peut-être eu du mal à récupérer avec beaucoup de journées de course en très peu de temps. On parle toujours du nombre de jours de course dans l'année pour essayer d'établir la fraîcheur physique d'un coureur. Mais il faut aussi également déterminer le nombre de jours de course qu'il a eu sur les 2 derniers mois ou les 3 derniers mois. Ce qui parle également parce que quand vous enchaînez beaucoup de jours de course en très peu de temps,
forcément au niveau de la fraîcheur physique, c'est pas l'idéal. Et au niveau de la préparation, de l'entraînement, ça veut dire que vous pouvez pas vous entraîner régulièrement parce que vous passez d'une course à l'autre. Donc avec un temps où vous repartez chez vous juste pour récupérer vos fringues et vous repartez en course. Et ça veut dire également, c'est très important pour moi, le nombre de jours de course que tu as sur les 2-3 derniers mois, au niveau de la fraîcheur mentale. Et je pense qu'il en a manqué également pour Miguel André Lopez, qui n'a jamais été dans le coup. C'est un peu comme Ineos. Ça a été vraiment un calvaire ce Tour de France pour le Colombien, ce qui est bien dommageable, puisque l'année dernière, en plus, il s'en était pas mal sorti sur le Tour de France, notamment Miguel André Lopez. Puis je termine avec Bike Change. C'est le flop. Alors déjà Hamilton, lui aussi, qui a abandonné très vite, mais j'ai pas compris pourquoi ils avaient emmené Chavez et Simon Yates. Simon Yates qui avait fait le Giro, donc pas très frais. Lucas Hamilton, donc, qui n'a jamais récupéré de sa chute non plus, hein, ça a été un vrai problème. Lui qui était en plus, qui avait eu déjà des petites difficultés, qui avait abandonné sur le Tour de Suisse. Après Lucas Hamilton, là, il va aller aux Jeux Olympiques, notamment l'épreuve en ligne, hein, le 24 juillet. On verra quel sera son état de fraîcheur. Mais du côté de ce coureur-là australien, je me dis, il a manqué quelque chose. Et puis après, Chavez et Simon Yates, on se demandait ce qu'ils foutaient là tous les jours, quoi. Même pas présent dans les échappées, plus que ça, pardon. Du côté d'Esteban Chavez, moi je me demande encore si c'est un leader. Vu le nombre de fois il m'a déçu ces dernières années. Hein, c'est un coureur qui a maintenant 31 ans. Ça fait quand même depuis quelques années qu'on ne l'a pas vu. Je rappelle, c'est quand même un coureur qui a eu des bons résultats sur les grands tours, notamment une 3e place sur le Tour d'Espagne, notamment une 2e place sur le Tour d'Italie la même année, notamment le Tour de Lombardie en 2016. Mais depuis quasiment 4 ans, 5 ans sur les grands tours, sauf une victoire sur le Tour d'Italie, il n'y a rien eu. Alors moi je m'étais dit, quand je l'avais vu j'avais vu qu'il avait gagné sur le Tour de Catalogne, il est peut-être de retour. Mais en fait non. En fait non, parce qu'il y a un problème. C'est quand même un coureur qui arrive à faire donc 6e du Tour de Catalogne, il enchaîne 9e du Tour du Pays Basque, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, sur 3 semaines, ça ne tient plus la route. Peut-être des problèmes au niveau de la récupération, ou c'est au niveau psychologique où il n'arrive pas il est trop happé par la course et il n'arrive pas à sortir de la course de temps en temps pour se détendre. Mais il y a un vrai problème autour d'Esteban Chavez aujourd'hui, je trouve, dans ses résultats. Je termine cette vidéo avec les inexistants. C'est une catégorie qui va être très sévère. Les inexistants, c'est les coureurs qui ne sont pas des flops, qui ne sont pas des plus-moins, qui ne sont pas des tops. C'est juste des coureurs qui n'ont pas eu forcément d'impact sur la course, qui ne m'ont pas marqué. C'est un petit peu les hommes invisibles de ce Tour de France, je pense. Et il y en a des qui vont dire que je suis encore sévère. Avec notamment Kelderman, qui certes il fait 5e du Tour de France, mais on ne l'a jamais vu de la course. Jamais à l'attaque, jamais défaillant, pas bon sur les chronos, mais voilà, on n'a jamais vu en fait Kelderman de tout ce Tour de France. C'est un mec qui finit 5e, mais j'ai l'impression qu'il finit 5e dans l'indifférence générale, Kelderman. C'est vraiment assez stupéfiant le cours de la Bora. Pourtant encore un top 5. Il avait fait déjà top 5 sur le Tour d'Italie l'année dernière. Mais c'est un coureur qui ne passionne pas, quoi. Qui n'enflamme pas les foules du tout, Kelderman. Là, j'ai quand même été surpris. C'est son niveau en contre-la-montre que j'ai trouvé très faible. Et encore une fois, je me pose des interrogations sur le changement de vélo, le changement de matériel. Est-ce que ça lui pose de gros problèmes ? Parce que je trouve quand même qu'il y a un déficit de performance chez Kelderman au niveau du contre-la-montre. Alors certes, il est plus affiné, plus maigre que chez Sunweb l'année dernière sur le Tour d'Italie. Parce que c'est vrai que là, on voyait encore les hanches un petit peu à la Romain Bardet. Donc il était quand même très très sec, Kelderman. Mais je me dis pas qu'il ait perdu 20 secondes sur le chrono simplement parce qu'il a perdu 1,5 kg. Je me dis il y a quand même quelque chose de plus important
qui doit être derrière. Enfin, j'espère qu'il y a un truc plus important qui est derrière. Parmi les inexistants, Roglic. Qu'est-ce que j'aurais aimé une bagarre Roglic-Pogačar sur ce Tour de France. Voir ce que ça aurait donné avec un Pogačar avec une plus grosse armada, mais qui aurait dû prendre le poids de la course à son compte. Et puis un Roglic qui aurait peut-être eu moins de pression et peut-être qui aurait eu plus de facilité à tuer le frère. Parce que ça a été un petit peu le problème pour moi sur le Tour de France l'année dernière, c'est qu'il n'a jamais osé, Roglic, mettre en difficulté Pogačar, alors que pourtant, notamment sur l'étape du plateau des Glières l'année dernière, pour moi, Pogačar était pas en très grande forme ce jour-là et que Roglic aurait pu le mettre en difficulté, mais j'avais l'impression qu'il n'avait jamais osé le mettre en difficulté. Là, c'est vrai que cette chute qui est bête en plus parce que il touche la route Colbrelli, ça doit pas se passer. Certes, la route était étroite, certes, ensuite les conséquences sont graves parce qu'il y avait des gravillons et que pour moi l'organisation n'avait pas assez nettoyé la route sur cette étape-là. Mais en même temps, c'est vrai que quand tu y repenses, la chute est bête, un petit peu, quand même, de Roglic. Malgré le fait que pour moi, le fait qu'ensuite il soit tout râpé sur le côté et que ça le pourrisse son Tour de France, c'est dû à l'organisation qui n'a pas bien fait son travail de sécurisation, on va dire, de la zone. Et que pour moi, la route était trop étroite à ce moment-là. Mais Jumbo aurait dû prendre en main la course beaucoup plus tôt à ce moment-là. Et puis, peut-être qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'en avaient pas la capacité, parce que Tony Martin et d'autres étaient tombés très violemment lors de l'étape 1. Il faut s'en souvenir également que cette chute sur l'étape 1 a peut-être eu des conséquences sur le placement sur l'étape 3 et sur la chute de Roglic sur l'étape 3. Après, le problème de Roglic, c'est que maintenant il a un os en plus. C'est quelle va être la hiérarchie chez Jumbo dans les mois à venir entre les leaders de grand tour. On a maintenant Vingegaard. On va pas pouvoir enlever le fait qu'il ait totalement réussi son Tour de France. On a quand même Sepp Kuss qui ne veut plus être seulement un lieutenant, qui aimerait bien être calife à la place du calife, comme on dit. On a donc Roglic, mais qui au final, sur ces derniers grands tours, n'a pas eu les résultats escomptés. Et puis il ne faut pas oublier non plus le retour de Dumoulin. Dumoulin, je pense que s'il revient, c'est pas seulement pour jouer les contre-la-montre, c'est peut-être le cas cette année, mais je pense que l'année prochaine, il voudra peut-être redevenir leader. N'oublions pas également Steven Kruijswijk. Ça commence un peu à se bousculer au portillon. Et c'est pas à l'avantage de Roglic, vu son abandon sur le Tour de France qui le met un petit peu en difficulté dans la hiérarchie de l'équipe. Je continue avec Jack Haig. Dommage la chute de Jack Haig pour la Bahrain Victorious, un coureur qui en plus avait fait plutôt des bons résultats, notamment sur le Dauphiné. Il a été un petit peu ausculté par la performance de Marc Padoun. Ça reste un coureur intéressant de Jack Haig et la chute a été très violente. Encore une fois sur l'étape numéro 3. Je pense qu'il ne peut pas faire grand chose sur cette chute, très clairement. À part demander à son équipe de rouler un peu mieux. Mais ça serait que la Bahrain Victorious, c'est une équipe qui n'est que très rarement à l'avant du peloton. Je ne sais pas si vous regardez régulièrement du cyclisme. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat que j'ai fait. Je trouve que c'est une équipe qui est rarement aux avant-postes. Et ça a des conséquences sur les chutes, notamment dans des étapes un petit peu serrées et dangereuses. C'est dommage pour Jack Haig. Moi, j'aurais préféré qu'il soit là aussi. Ça nous a retiré peut-être un bon grimpeur en montagne et des personnes pour tenter des coups et tenter de doser un petit peu, surtout vu la dynamique qu'avait la Bahrain Victorious ces derniers temps. Donc c'est dommage pour lui, mais voilà, un résultat un peu décevant. Et puis Henao, bon alors certes on va me dire il y a la chute des derniers jours qui fait que son classement n'est pas exceptionnel, mais de toute façon Henao, c'est quand même un coureur qui je pense est capable de faire mieux que top 15 sur un Tour de France. Après Henao, j'ai l'impression que déjà la fin chez Ineos, enfin chez Sky, on va dire les résultats n'étaient pas exceptionnels ces derniers temps. Et puis il y a eu cette arrivée chez QBK qui je pense n'était peut-être pas forcément un très bon choix de sa part. J'ai l'impression qu'il se repose un petit peu sur ses lauriers Henao
Et c'est jamais bon pour un coureur cycliste. C'est un coureur qui a été capable quand même de remporter des belles courses, hein, Sergio Henao, notamment des courses d'une semaine. C'est un coureur qui a eu des très bons résultats sur les courses d'une semaine. Sergio Henao, notamment Paris-Nice qu'il avait remporté, mais aussi il avait fait deuxième 2 fois du Grand Prix cycliste du pays de Vasco, je l'ai dit à l'espagnol. Il a fait déjà 12e d'un Tour de France en 2016, donc c'est un coureur qui est capable, 9e du Tour d'Italie en 2012, c'est un coureur qui est capable de faire des bons résultats, mais j'ai l'impression qu'il se repose sur ses lauriers, et en plus il n'est pas tout jeune non plus, il faut le rappeler, 33 ans, mais j'ai l'impression quand même qu'à 33 ans on est encore en capacité de faire des belles choses, mais qu'aujourd'hui du côté de Henao on n'a peut-être pas la motivation pour faire ces grands résultats. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si ce débrief était un petit peu long. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Une dernière vidéo encore, derrière les sprinters, le bilan des sprinters, les ciao ciao sur l'Amérique Production.